On peut commencer. C'est bon? Ok. Donc merci beaucoup d'être venus si nombreux, surtout pour un talk sur Go dans une conférence Java. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis Frances Campoy, je suis Developer Advocate pour Google, je suis basé à Mountain View et ça fait 2 ans que je travaille avec l'équipe Go. L'année dernière, je suis venu ici pour présenter Go d'un point de vue de la concurrence seulement. Et on a eu une petite salle. Donc je me suis dit, je vais parler de Go pour des développeurs Java. Je ne savais pas comment les appeler, donc je me suis dit, c'est des Javaneros. En anglais, il n'y a pas de mot. Et ben, on m'a dit que c'est des Javaïstes. Désolé. Donc voilà, Go for Javaïstes. Donc, qu'est-ce que c'est que Go? Go, c'est un langage de programmation qui a été créé il y a déjà 4 ans à peu près par Google, chez Google, pour résoudre le problème qu'on avait chez Google. C'est-à-dire, on voulait écrire du code qui était capable d'être exécuté sur beaucoup de machines, utiliser vraiment la concurrence, vraiment utiliser pas seulement des threads, mais des green threads. On verra un peu comment on les utilise. Mais aussi, on n'a pas seulement beaucoup de machines, on a aussi beaucoup d'ingénieurs. Donc, il faut que le code soit facile à écrire, mais surtout facile à lire, facile à maintenir, et qu'il soit simple. Donc, on va voir un peu pourquoi je crois qu'on a bien fait, on a bien trouvé une solution. Qui utilise Go? Google, bien sûr. Donc la page de téléchargement de Google, dl.google.com, c'est que du Go. Donc si vous téléchargez Google Earth ou Android, je ne suis pas Android, mais Chrome, vous allez exécuter du code Go. Aussi YouTube, donc pas de gopher, pas de chat. Et aussi en dehors de Go, en dehors de Google, il y a Docker qui est écrit complètement en Go. Il y a GitHub, Heroku, Tumblr, tout ce qui commence par Cloud, Cloud Foundry, Cloudflare, Cloud, tout ça. Et il y a une liste beaucoup plus longue, donc ça, ce sera sur Internet. Après, vous pourrez regarder la liste complète. Donc ça, c'est un peu la courbe d'intérêt sur Google Trends. Donc vous pouvez voir qu'on a à peu près triplé depuis l'année dernière. Donc il est temps d'apprendre le Go. Donc pourquoi il est temps d'apprendre Go? Déjà, Go, c'est de la simplicité. On essaie d'avoir un langage qui est très très simple et très facile à comprendre. On a une spécification qui est lisible. C'est à peu près 20 pages si on l'imprime. Comparé à d'autres langages, C++ 11, c'est un bouquin. C'est vraiment différent et avec l'idée que vraiment on est capable de comprendre tout le langage dans la tête. C'est aussi consistant. Donc chaque fois, dès qu'on comprend une partie du langage, il va réagir avec le reste du langage d'une façon prévisible. On va pas avoir de surprises. C'est très lisible. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce tableau-là. En fait, c'est un programme. C'est du Piet. Donc c'est un langage de programmation qui fait des dessins comme ça. C'est un programme pour calculer des numéros Fibonacci, je crois. Pas lisible. Go, c'est lisible. Aussi, c'est très sécurisé. Donc c'est un langage qui, on va voir, il y a des pointeurs, mais il n'y a pas de l'arithmétique de pointeurs. Donc on peut faire moins de choses dangereuses. C'est statiquement typé. Et c'est aussi, donc on n'a pas de problème de buffer overflow. Tout ça, c'est géré par le langage. Comme je disais, il y a la concurrence, qui est très très important dans le langage. Aujourd'hui, un langage qui ne supporte pas la concurrence nativement, c'est vraiment étonnant à créer. Et finalement, c'est un langage qui est rapide. C'est un langage qui est rapide d'un point de vue surtout compilateur. C'est exponentiellement plus rapide que le compilateur de C++. Ça, normalement, c'est pas très important, sauf quand tu es chez Google et tu as des millions de lignes de code et que tu veux compiler et ça prend une dizaine de minutes avec un data center qui compile pour toi. Donc voilà, ça prend quand même un peu trop. Go, c'est beaucoup plus rapide à compiler, mais aussi c'est très rapide à exécuter. C'est un langage compilé, un langage machine. Donc on a une vitesse qui est comparable à celle de Java. On n'est pas à ce point-là pour le moment, mais il faut savoir que quand même que le compilateur de Go, ça fait 4 ans qu'il existe. La JVM, elle a un peu plus de temps d'avoir d'optimisation. Pareil pour GCC et C++. Donc je vais arrêter de vous vendre le langage et maintenant on va parler du langage en lui-même. Donc Go et Java sont assez similaires. Dans le point de vue, les deux c'est des langages orientés objets. Ils ont un garbage collector, apparemment ramasse-miettes en français. Ils sont les deux statiquement typés, c'est-à-dire une fois une variable d'un type
Ce type ne peut pas changer. Et elles font partie de la famille du C, au moins du point de vue syntactique. C'est-à-dire, vous allez voir du code, ça a l'air assez familier. Donc, oui, Go c'est orienté objet, mais c'est orienté objet sans les mots-clés class, extends ou implements. Donc voilà, le reste du talk, ça va être expliquer ça. Donc, déjà, on commence par le fait que tous les types en Go sont égaux. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre les types, les classes, les objets, et les types primitifs. Tous les types sont égaux, on peut faire exactement la même chose avec tous les types. Donc, on a plein de genres de types. Donc, on a les types primitifs, comme en Java, donc les entiers, les booléens, les strings. On a aussi des structs. Les structs, c'est en fait ce qu'on a de plus similaire aux classes Java. Donc, on a une liste de champs qui ont un nom et un type. On a aussi slice ou arrays, petite différence, vous pouvez regarder sur la doc. On a aussi des maps, on a des pointeurs, on a des fonctions. Les fonctions, on peut les passer n'importe où. On peut avoir des variables qui sont des fonctions, donc c'est un peu la même idée que les expressions de lambda, mais général, on peut faire tout ce qu'on veut avec des fonctions, pas seulement avoir des expressions, on peut les passer en tant que paramètres, on peut retourner des fonctions, tout ce qu'on veut. On a aussi des channels, on verra à quoi ils servent. Et aussi, on a des interfaces. Donc, sachant tout ça, comment on déclare un nouveau type? En utilisant le mot-clé type, le nom du type, et puis une définition. Donc, par exemple, on peut déclarer le type personne, qui est une struct, qui contient deux champs, le nom et l'âge d'une personne. Mais aussi, on peut déclarer un nouveau type, qui est Celsius, qui est juste un float64. Il n'y a pas besoin d'avoir du boxing autour du type, c'est juste un float64. Et en mémoire, c'est juste la taille d'un float64, c'est tout. On peut aussi déclarer des fonctions, forcément. Pour déclarer les fonctions, tout d'abord, on commence par func, puis on a le nom de la fonction, tous les paramètres qu'on reçoit, toutes les valeurs qu'on retourne. Toutes les valeurs qu'on retourne, parce qu'on peut retourner autant qu'on veut. Donc, on peut retourner, très souvent, on retourne 2, 3 valeurs. Si on retourne plus que ça, ça commence un peu difficile à comprendre. Et en fait, quelque chose qui est différent, c'est que vous allez voir le type du retour est après. Et en fait, ça fait que écrire une fonction qui retourne une fonction, qui retourne une fonction, qui retourne un entier, c'est facile, c'est func, int. Donc c'est facile à lire, facile à écrire. J'ai essayé de faire la même chose en C++, pas facile. Donc maintenant on a des types, on a des fonctions. Donc on peut définir des fonctions sur des types, ce qu'on appelle les méthodes. Donc pour faire ça, c'est exactement la même chose, mais en fait, il y a un paramètre spécial, c'est ce qu'on appelle le receiver. Donc on va le mettre avant le nom de la fonction. Donc on va dire, on a une méthode major qui est applicable sur personne, qui renvoie un booléen et qui dit si la personne est majeure ou pas. De la même façon, en fait, on peut définir aussi des méthodes sur des types simples. Donc on peut définir une méthode sur Celsius pour dire freezing, est-ce que c'est en dessous 0 ou pas. Donc on peut faire ça très simplement. C'est exactement la même chose. On peut définir des méthodes sur tout ce qu'on veut. Sauf qu'il faut que le type sur lequel on définit la méthode soit défini dans le même package. Pourquoi? Parce que sinon on pourrait définir des méthodes sur string ou sur int. Et on pourrait même changer le comportement de int pour faire 2 plus 2 c'est 5. Dangereux. Donc on ne peut pas le faire sur Go. Donc, what? Pointers? Oui, on a des pointeurs. Et en fait, on a des pointeurs, mais qui sont très simples. On peut juste prendre la variable, prendre l'adresse d'une variable, et puis prendre la valeur qui est pointée par la variable. Donc l'opérateur ampersand et étoile, c'est tout. On ne peut pas jouer avec les pointeurs comme on fait en C, en C++. On ne peut pas faire l'adresse plus 4 parce qu'on obtient. Ça, c'est pas safe. Donc du coup, si on peut le faire avec un package de la standard library qui s'appelle unsafe, pour une très bonne raison. Donc, pourquoi des pointeurs? En fait, les pointeurs vont nous permettre d'avoir une vision plus claire de ce qu'on a en mémoire. Donc, ça va nous permettre déjà de savoir ce qu'on passe exactement. On peut passer des integers par pointeur, alors qu'en Java, on pourrait pas. Il faudrait les mettre il faudrait faire du boxing. En Go, on peut faire ça. Intéressant, mais sans plus. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'on peut avoir une très bonne idée de ce qu'on a en mémoire. En Java, si on a un objet qui contient un objet dedans, en fait, on va voir
l'espace mémoire de notre objet avec un pointeur vers une autre espace mémoire. Donc on va avoir des pointeurs partout, ce qui va être pas génial pour ce qui est le cache miss. On va se promener un peu partout de la mémoire. Un Go, on peut faire ça avec des pointeurs, mais on peut aussi avoir carrément l'objet dans le même espace mémoire. Ce qui veut dire que tout d'un coup, accéder à tous les objets qui sont dans un type, en fait, c'est juste accéder des morceaux de la mémoire qui sont contigus, donc beaucoup plus rapide. On peut déclarer des méthodes sur des pointeurs, donc ce qu'on fait par défaut sur Java. Et ça veut dire que si on passe un pointeur, on peut modifier l'objet d'origine. Donc on peut dire, on va modifier l'âge de la personne. On passe un pointeur vers la personne d'origine. Mais on peut aussi gérer des méthodes qui sont appelées sur des pointeurs nuls. On peut soit faire comme Java et dire null pointer exception. Donc si on essaie d'accéder à un des fields du pointeur, c'est nil, il n'y a rien, ça pète forcément. Mais aussi on peut vérifier est-ce que c'est nil. Si c'est nil, on va retourner à la place du nom de la personne, on va retourner anonymous. Et il y a des très très bons cas, très bons exemples pour utiliser ça. Donc si vous connaissez protocol buffers, pour Go, ça utilise exactement ça et c'est très très puissant en fait. Difficile à expliquer, donc je ne veux pas l'expliquer aujourd'hui, mais c'est très bien. Ok, donc on a des types, on a des fonctions, on a des méthodes. Si on a des méthodes, on peut définir des interfaces. Parce que les interfaces, ce n'est que des listes de méthodes. Tout simplement, en Java ou en Go, pareil. Donc, c'est quoi la différence? Différence qui a l'air toute petite, mais en fait très importante. C'est Mick Jagger. En Go, on a de la satisfaction implicite. En Java, on a de la satisfaction explicite. Différence. En Java, pour qu'un type satisfasse une interface, il faut rajouter implements. Donc il faut dire ce type implements cette interface. En Go, il n'y a pas besoin de faire ça. En Go, si notre type a toutes les méthodes de l'interface, notre type peut être utilisé en tant que l'interface, tout simplement. Ça, en fait, ça a l'air d'être anodin, mais ça nous permet de casser des dépendances. Tout d'un coup, notre type qui implémente l'interface ne dépend plus de ce package-là. Donc on peut avoir des modules très indépendants. Ça nous permet d'avoir du code qui est facile à réutiliser. Je peux utiliser votre code que vous avez écrit sans avoir à modifier votre code en rajoutant des implements pour l'utiliser, ou sans avoir à écrire des types qui vont faire du bridge pour faire extends et implements, tout ça. On n'a pas vraiment besoin de ça, c'est tout simplement satisfait. Puis, en fait, ça nous permet d'avoir, on va définir notre type de base, et plutôt qu'avoir des hiérarchies, où on va commencer par dire, en fait, je vais avoir cet objet, et puis je vais avoir toute la hiérarchie d'héritage, et puis toutes les interfaces, et hiérarchie des interfaces. En Go, c'est juste, en fait, si j'ai besoin de quelque chose sur laquelle je peux appeler write, je vais définir une interface qui s'appelle writer, et qui contient la méthode write. C'est tout. J'ai rien modifié dans le code des types que je vais utiliser. Ça va être fait implicitement. Donc, on peut penser à ça comme du duck typing, mais c'est pas du duck typing. Duck typing, c'est dynamique. C'est-à-dire, c'est quand le duck, c'est pas un duck, quand dans ce cas-là, ça peut être en runtime. Alors qu'un Go, ça va être vérifié au moment de la compilation. Donc, c'est beaucoup plus sûr. Donc, ça, on l'appelle structural subtyping. Ok, donc on va voir un petit exemple de pourquoi c'est important ça. Donc on va parler des funcdraw, quelque chose que j'ai fait pour de vrai il y a 2 ans. Et c'était si moche que ça, pour de vrai. Donc on a un champ dans lequel on écrit une fonction, dans ce cas-là x carré, et après on va générer une image qui en fait c'est le plot de la fonction qu'on a passée. Donc en fait on a 2 parties, une partie c'est la partie parsing, l'autre partie c'est générer l'image. Donc j'ai fait 2 packages. Le premier, c'est parse, qui fait du parsing, qui a une méthode parse, et qui renvoie 2 choses. Donner une string, il renvoie une parsed func, donc une parsed func qui est enfin, la fonction parsée, et une erreur. Donc si la string, je n'ai pas pu la parser, ça va renvoyer une erreur. Mais sinon, en fait, ça va renvoyer ce type-là, qui contient, entre autres choses, une méthode qui est eval, et qui, pour un x donné, va renvoie le y. Donc comme ça, je peux faire du eval. Voilà, donc ça, plutôt simple. Maintenant, je me dis, ok, je vais faire le draw. Et draw, en fait, ce que je fais, c'est, je vous ai fini draw, qui donnait une fonction parsée,
ça renvoie une image. Donc en fait, je fais JTR sur toutes les valeurs de X, je génère la valeur de Y, et puis magie, je génère une image. Maintenant, le problème, c'est tout d'un coup, draw dépend de parse. Parce que draw reçoit un parse func qui est du package parse. Donc je me dis, ah ouais, non, ça c'est pas génial. En fait, et c'est dur à tester, en fait, je vais recevoir une interface. Donc je vais générer cette interface evaluable qui a une méthode eval. Et tout simplement, c'est tout. Donc maintenant, je peux faire mes tests et tout se passe bien. Donc, un go, c'est bon. On n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Tout le reste va marcher automatiquement. Alors qu'en Java, il faudrait revenir en arrière et modifier parsed func pour dire implement evaluable. Ce qui veut dire que nous, en Go, on a cassé vraiment la dépendance. Parse et draw sont complètement indépendants. Il n'y a aucune indépendance entre les deux. Et en Java, ça, c'est pas possible. Il faut toujours avoir quelque chose en commun. Maintenant, on va parler de l'héritage vers la composition. C'est un topic chaud. Donc, il faut toujours utiliser l'héritage, lever les mains pour l'héritage. Voilà, la composition. Voilà. Donc, il ne faut pas utiliser l'héritage. Pourquoi? Je sais, vous savez, mais je vais expliquer un petit exemple que je trouvais très bien. C'est en fait, c'est adapté de Effective Java. Donc, on a un type runner qui nous permet d'exécuter des choses, plutôt simple. Et il y a la méthode run et la méthode run all. Run une task, run all, run toutes les tasks. On veut définir run counter et qui compte combien de tâches on a runné. Donc, ce que je fais, c'est j'extends runner. Je dis, OK, chaque fois que j'ai appelé run, j'incrémente d'un, c'est run all, je l'incrémente avec la taille de l'arrêt que j'ai reçu. J'exécute ça avec 3 tâches, 1, 2, 3, et ça dit, oh, 6. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que override, c'est très puissant, et que run all rajoute 3, appelle run all de la classe mère, qui appelle normalement run de la classe mère, mais là on a fait override, donc du coup ça appelle run de la classe fille, qui rajoute 1, et après ça appelle run. Donc, héritage, non, faut pas. Donc, la solution, c'est bien sûr utiliser la composition, donc c'est juste code très, très normal. Par contre, le problème, c'est que maintenant, ici, il n'y avait pas besoin de redéfinir getName, puisque getName c'est défini dans runner. Et vu qu'on a de l'héritage, bah, ça marche, il n'y a pas besoin de l'écrire. Dans la composition, il faut l'écrire, parce que sinon on n'a plus accès à ça. Donc, c'est mieux, il n'y a pas de bug, mais il faut écrire toutes les méthodes. Donc, ce n'est pas génial non plus. Donc, en Go, on n'a pas à choisir, il n'y a pas l'héritage. Tout simplement, il n'y a pas d'héritage. Donc, il n'y a que de la composition. C'est-à-dire, on peut écrire, ça c'est le runner, même code que pour Java, juste traduit au Go. On va avoir le run counter, qui en fait contient un champ runner, et qui fait exactement la même chose, donc qui appelle run all, puis runner. Mais on peut effacer la partie name, qui en fait appelle runner.name. Et on va faire ça en utilisant une chose qui est assez puissante, qui s'appelle struct embedding. Donc struct embedding, en fait, c'est de la composition, donc c'est pareil qu'avant, sauf qu'on ne va pas dire le nom du field. Et quand on fait ça, en fait, toutes les fields et méthodes du type qui est embêté vont être accessibles depuis le type qu'on est en train de créer. Donc ça a l'air un peu de l'héritage, mais ce ne l'est pas, c'est la composition. Donc tout d'un coup, par exemple, il y en a un type personne, à nouveau, qui définit le champ name et une méthode introduce. Là, on peut définir un nouveau type, employee, qui fait struct embedding de person. Et maintenant, si on a un employee, en fait, on peut accéder à name et introduce comme si c'était des trucs qui étaient définis dans employee. Donc ça nous permet de faire quelque chose d'assez similaire à l'héritage, mais avec de la composition. Donc sans les problèmes dont on parlait tout à l'heure. Donc ça c'est le code de la même chose, juste en utilisant de l'héritage ou struct embedding. Donc ce qu'on fait, c'est on n'utilise pas le nom runner, donc le champ maintenant il n'est pas nommé, c'est juste un type. Et pour accéder au champ, en fait, on utilise le nom du type. Donc runner, qu'on fait r.runner, ça va être avec le runner, c'est le nom du type, et puis on peut appeler, c'est un peu
appelle la classe mère, mais c'est pas la classe mère. C'est vraiment quelque chose qui a été embeddé. Donc ça, c'est quelque chose de très sympa. Est-ce que c'est l'héritage? Non, ce ne l'est pas. Il ne faut pas le dire. C'est mieux. D'un point de vue, c'est la composition. On a été d'accord, c'est mieux. Et puis, c'est plus général. Quand on fait de l'héritage, on fait l'héritage d'un type. Donc, on est lié à un type donné. Alors qu'en Go, on peut faire de struct embedding d'une interface. Donc, on peut définir write counter. C'est quelque chose qui compte combien de fois on appelle write. Mais en fait, il exporte 3 méthodes. Les 3 méthodes read, write, closer, qui sont read, write et close, original. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, dans le read, write, closer, on peut avoir n'importe quel type qui est un read, write, closer. Et en fait, il y en a plein. Il y a juste dans la standard library, il y a déjà file, il y a connection, il y a WebSocket, tout ça, en fait, simplement read, write, closer. On pourrait faire quelque chose d'assez similaire avec Java si on faisait, comment ça s'appelle, de l'héritage avec des contraintes. On peut faire quelque chose de similaire. Mais en Go, c'est vraiment quelque chose de très simple qu'on utilise souvent. Maintenant, imaginons qu'on veut faire un test et on veut vérifier. Donc, on a toute cette interface. Et ça c'est une interface qui existe, c'est une connexion. Et il y en a plein. Et on veut faire un mock, on veut créer un truc qui est faux, et en fait on veut l'utiliser pour faire des tests. Donc, il faut définir un nouveau type, et il faut définir toutes les méthodes sur le nouveau type, histoire de pouvoir en fait dire que notre type implémente l'interface. Donc, pas super sympa, surtout parce qu'en fait dans mon test, je veux juste faire read and write. Si on appelle quelque chose d'autre que read ou write, je ne veux pas savoir ce qui se passe, le test ne passe pas. Donc, faites un Go, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose d'assez magique. C'est on peut faire struct embedding d'une interface. Quand on fait struct embedding d'une interface, toutes les méthodes de cette interface sont exportées sur le type. Du coup, ce type-là satisfait l'interface. Magique. Donc quand on fait ça, en fait, on va avoir une valeur qui est de type interface, qui va être nulle. Donc si on met rien dedans, quand on appelle les méthodes qui sont définies par cette interface, s'il n'y a rien, en fait, ça va générer nil pointer exception, similaire. En Go, on n'a pas d'exception, on a des erreurs, mais ça va générer en fait un panique. Donc on va voir, donc ça va pas marcher. Oups. Ça va pas marcher le test, mais ça nous va très bien. Parce que nous, on veut définir juste read et write. Donc en fait, ça c'est un mock de la connexion complète. Définit une fake connection. On a la netcon, donc on fait struct embedding de la connexion. Donc avec ça, on définit toutes les méthodes, magiquement, c'est bon, on a tout défini. Maintenant, on redéfinit celle qu'il faut qu'elle marche. Donc on va redéfinir la read et write pour utiliser read et write sur un buffer de bytes. Donc voilà. Ça c'est vraiment très puissant. C'est peut-être pas super clair, c'est pas facile à comprendre au début, mais une fois on comprend vraiment comment ça marche, ça nous aide à faire des tests très facilement. Et j'arrive maintenant à la concurrence. Donc la concurrence, en fait, c'est quelque chose de très très puissant. Et en fait, pour moi, c'est la partie la plus puissante de Go. Elle est basée sur deux concepts, les Go routines et les channels. Les Go routines, on peut les voir comme des threads, sauf que c'est beaucoup moins cher que les threads. On peut les voir, si vous connaissez ce que c'est les green threads, similaires. Et puis on a les channels. Donc en fait, ça se base à peu près sur le modèle acteur et message, sauf que c'est pas vraiment des acteurs. En fait, on a des processeurs et puis on a des channels. Et les channels, on peut les passer autour. Donc c'est un type de concurrence qui est plus puissant que le mode acteur et passage de message passing. Donc quelque chose qui est important, c'est pas une librairie. Donc en Java, je crois qu'il y a AK qui implémente quelque chose d'assez similaire à ce que Go propose. C'est pas une librairie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du langage. Donc le tooling qui va avec est beaucoup plus puissant. On a un race detector, donc ça peut, si vous faites du code qui n'est pas correct, c'est facile à détecter. Il faut juste exécuter go test race,
C'est tout. Donc c'est assez simple, il faut toujours le faire. Et puis, donc ces goroutines communiquent entre elles et se synchronisent en utilisant des channels. Les channels, c'est comme des pipes, des tuyaux, et ils sont typés. Donc on peut avoir un channel de quelque chose, donc un channel d'entier, on peut avoir un channel de booléen, channel de structs, on peut avoir un channel de quelque chose, on peut avoir un channel de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment très puissant. Et en fait, on peut avoir des channels de channels, ça c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Et je peux expliquer un peu à quoi ça sert juste après. Donc on va voir tout d'abord un petit exemple, sans concurrence. Sleep and talk, deux choses que j'aime bien. Donc la fonction sleep and talk, ce qu'elle fait, c'est tout d'abord dort pendant n secondes, et après ça affiche un message. Donc maintenant je vais utiliser cette fonction-là avec, je veux dire hello après 0 secondes, devox après 1 seconde, what après 2 secondes, up après 3 secondes. Donc en fait chaque message va prendre plus de temps que l'autre à apparaître. Donc si j'exécute ça, voilà, 0, 1, 2 un peu plus lent et 3 beaucoup plus lent. Voilà. Maintenant, en fait, je veux exécuter tous les sleep and talk en même temps, de façon à que tous les messages apparaissent 1 seconde après l'autre. Comment je fais ça? Je rajoute go, tout simplement. Donc maintenant, quand je rajoute go devant un appel à fonction, ce que je suis en train de faire, c'est je dis, je vais exécuter cette fonction-là dans le background. Je ne veux pas attendre que cette fonction finisse pour moi continuer avec mon boulot. Donc là, tout d'un coup, tous les sleep and talk sont exécutés en parallèle. Magique. Maintenant, j'exécute ça et forcément, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, c'est qu'on a la main goroutine, donc c'est celle qui a commencé le programme, qui est spéciale. Quand la main goroutine finit, on a tout fini. Donc voilà, c'est un problème ici. Donc, comment on peut résoudre ça? Très simplement, la meilleure façon de faire de la synchronisation entre threads, c'est sleep. Bien sûr. Donc on va faire ça. On va se dire, ok, on va attendre 0, 1, 2, 3 et puis 4. Donc on exécute ça. Et ça marche. On a tous les messages 1 seconde après l'autre. Et 1 seconde après qu'on est fini, tout se finit. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Très bien. Donc, pas d'héritage et pas de sleep. Sleep, pas de dorm. Ouais, ça. Ok, donc, maintenant, comment on va faire pour synchroniser entre les goroutines? On va utiliser les channels. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va passer un channel à notre fonction sleep and talk. Et ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'afficher le message, en fait, on va tout d'abord dormir, puis envoyer le message dans le channel. Donc pour envoyer une valeur dans un channel, on va utiliser l'opérateur flèche, et la flèche, ça va du valeur vers le channel, tout simplement. Maintenant, on exécute ça, mais il faut tout d'abord créer ce channel. Pour créer un channel, on le fait en utilisant make. Donc au début de la fonction, on dit c'est un channel de string. Quelque chose qui est intéressant par rapport à Java, c'est, si vous voyez, j'utilise C, 2 points égal. Ça, en fait, ça définit une nouvelle variable avec un type qui est implicitement inféré de la valeur que je donne. Donc, make de chan string, c'est le type chan string. Donc, C, c'est un chan string. On pourrait aussi faire la même chose en utilisant var c equals exactement la même chose. On pourrait aussi faire comme ça, qui serait plus similaire un peu à Java, en disant cette variable a ce type-là, et puis on a la valeur. Mais dans notre cas, on n'a pas besoin, donc juste comme ça. Donc maintenant, je vais exécuter ça, mais en fait, donc je vais commencer les 4 goroutines, et je vais leur dire, donc dormez le temps qu'il faut, et après vous envoyez le message dans le channel. On a ça, plutôt simple. Maintenant, il faut attendre à recevoir les messages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer 4 fois, parce qu'on sait qu'on a commencé 4 goroutines, donc tout simple. Et on va les afficher. Donc maintenant, pour obtenir une valeur du channel, à nouveau la flèche, sauf que maintenant, la flèche sort du channel. Donc ça, c'est une expression, on peut l'utiliser n'importe où. Donc, je vais le montrer ici. Ça aide toujours, voilà. Donc ça, c'est l'opération
on obtient quelque chose du channel. Maintenant, si on essaie d'obtenir quelque chose du channel, si on essaie de recevoir quelque chose d'un canal et qu'il n'y a rien, bah on bloque, forcément. Donc notre main coroutine va attendre à recevoir au moins le premier message. Ce qui est intéressant, c'est que si on essaie d'envoyer une valeur dans un channel et qu'il n'y a personne qui est prêt à recevoir, on bloque. Donc en fait, les channels, ce n'est pas seulement une façon de communiquer, c'est aussi une façon de synchroniser. On est sûr que les coroutines qui sont en haut devront attendre jusqu'à la coroutine qui est main soit prête à recevoir le message. Donc si on rajoutait des time.sleep ici, en fait la coroutine en haut devrait quand même attendre. Elle serait bloquée dans le send. On peut modifier ça. On va voir comment. Déjà, on va exécuter ça, on va être sûr que ça marche. Donc voilà, ça marche. Et dès qu'on reçoit le dernier message, on a fini. Quelque chose d'intéressant, donc, c'est de dire, je vais faire time.sleep, time.second. Vous serez d'accord avec moi, dormir en Go, c'est facile. C'est facile à écrire. Donc maintenant, en fait, même si les coroutines elles seraient prêtes à finir, en fait, la dernière coroutine ne finit pas jusqu'à notre main coroutine est prête à recevoir. Donc 8 secondes plus tard à la place de 4. Je vais vous montrer ça en rajoutant... Ça va marcher par contre. Si je fais... Done. Mes slides sont pas si cool que ça. Non, ça marche pas. Tant pis. Mais bon, vous verrez que en fait, done s'est exécuté qu'une fois le message qu'on a envoyé a été imprimé. Donc c'est une bonne façon de synchroniser. Finalement, qu'est-ce qui se passe si on rajoute 5 ici? En fait, ça va être ce qu'on appelle un deadlock. Ce qu'on est en train de recevoir d'un channel, mais il n'y a personne qui va envoyer. Le runtime va le détecter. On va l'exécuter. Ça va envoyer... Ah, il y a le time to sleep, donc c'est plus lent, mais bon. Hello, the Vox, what's up? Panique. Voilà. Donc en fait, le panique, c'est assez intéressant. Parce que ça va nous dire, il y a juste, en fait, celle-là ne compte pas. Mais il y a juste une coroutine qui est en train d'être exécutée. Elle est en train de recevoir de ce channel-là. Ça va nous dire, en fait, si vous avez un fichier qui a du sens, parce que là, bon, c'est temporaire, mais ça va vous donner la ligne de code. Donc ça va vous dire, en fait, vous êtes en train d'essayer de recevoir quelque chose dans la ligne 25. Et ben, il n'y a personne qui est prêt à envoyer, et il n'y a personne qui sera jamais prêt à envoyer. Donc ça, c'est du deadlock, et ça va péter. Ok, donc on va faire maintenant un serveur HTTP qui, à chaque fois qu'on y accède, ça va vous donner une valeur. Si on le fait facilement, et on a juste une valeur qu'on incrémente, si on a deux requêtes qui arrivent en même temps et qui essaient d'incrémenter en même temps, ça c'est une bonne idée, ça ne marchera pas. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va utiliser un channel. Donc, on va créer un channel qui est un channel entier et qui va contenir en fait toutes les ID. Les channels sont thread safe, c'est-à-dire si j'ai deux coroutines qui arrivent en même temps pour recevoir la nouvelle ID, ils vont recevoir, d'abord une va recevoir un ID et l'autre va recevoir celui d'après. On ne peut pas avoir data race en utilisant des channels. Donc, notre handler, donc à chaque fois qu'il y a une requête HTTP, on va voir, on va obtenir une nouvelle ID de NextID, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du côté main? Donc ça d'ailleurs, c'est un serveur HTTP complet, un Go. C'est le serveur HTTP qui est exécuté derrière dl.google.com. Ça marche très bien. Donc, tout ce qu'on dit, c'est en fait, on va enregistrer un handler. Donc, on va dire, s'il y a une requête qui match /next, je vais exécuter mon handler. Handler est une fonction, mais comme je disais au début, les fonctions, on peut les passer par valeur. Donc, il n'y a pas de souci. C'était bien. Et après, on va exécuter listen and serve. Donc, listen and serve, ça va commencer à exécuter les serveurs HTTP. Pisto. Donc avec l'adresse que je donnais, localhost 8080. Maintenant, ce qui nous manque, c'est juste, on est capable de recevoir du channel, mais il faut aussi les envoyer. Donc ce qu'on fait, c'est, on va écrire une fonction littéraire, donc c'est à peu près une lambda,
Donc en fait, c'est func jusqu'ici. En fait, c'est une fonction qui n'a pas de paramètres, qui ne renvoie à rien. Et en fait, on est en train de l'appeler. Donc on est en train de l'appeler, c'est pour ça qu'on a les parenthèses à la fin. Et on est en train d'exécuter ça en concurrence. Donc c'est pour ça qu'on a go au début. Donc en fait, on est en train de définir une fonction littérale, on est en train de l'appeler en concurrent. Tout ça juste en 2 lignes. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que le code à l'intérieur, il va être exécuté dans une autre go-routine. On ne va pas attendre pour continuer. Et ce code, ce qu'il fait, c'est juste une boucle, et ça envoie des valeurs. Donc maintenant, si je commence à exécuter mon serveur, et que j'y accède, ça va me donner 0, 1, et je peux aller aussi vite que je veux, et je peux avoir autant de go-routines que je voudrais. Il n'y aurait jamais 2 requêtes qui recevraient la même valeur, parce qu'on utilise un channel qui est thread safe. Maintenant, tout ça, c'est facile, et même en Java, on pourrait le faire avec des threads, et puis mutex, tout ça. Donc quelque chose qu'avec Java, ce serait quand même très dur à faire. On va faire let's fight. Donc, c'est un serveur HTTP, à nouveau. Mais maintenant, en fait, on va essayer de faire 2 choses sur le channel en même temps. Donc, on va utiliser select. Select, ça nous permet en fait de faire plusieurs opérations sur plusieurs channels, ou le même si on veut, mais plusieurs opérations sur des channels. Et en fait, si toutes les opérations sont bloquantes, on bloque. S'il y a une opération qui débloque, on la fait. Et s'il y a plusieurs opérations qui sont possibles en même temps, on choisit une au choix, donc random. Donc, si on exécute ça, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer d'envoyer le nom, notre nom. Donc, en fait, je suis en train de prendre la request, le paramètre de la request appelé user. Je suis en train de prendre ça et l'envoyer dans le channel. Donc, j'essaie de faire ça. Je suis tout seul, il n'y a personne prêt à recevoir, je bloque. En même temps, j'essaie de recevoir quelque chose du channel. Il n'y a personne qui soit prêt à envoyer, je bloque. Donc, si j'exécute mon serveur, je commence ça, il n'y a rien. En fait, il est bloqué, donc on ne voit pas, mais on verrait le truc loading. Une fois on commence le deuxième, en fait, on va avoir 2 go-routines qui sont en train de faire exactement les 2 choses en même temps. Et là, tout d'un coup, en fait, on peut faire ça. Parce qu'il y aura une qui serait capable d'envoyer et l'autre va recevoir, ou à l'envers. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est random, mais en fait, ça nous permet de faire du pairing de go-routine très très facilement. Donc, il y a un exemple qui est assez cool, on fait du chat roulette avec ça, c'est plutôt pas mal, surtout parce que il n'y a pas d'image, c'est mieux. Donc, on va essayer ça. Je vais commencer à exécuter run, et je vais dire, on va faire le fight entre Go et Java. Donc, Go commence. J'arrive. Ah, je peux pas. Un instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est pas celui-là. Voilà. Donc, Java. Et Java a perdu parce que Go c'est mieux. Oh, c'est pas moi qui le dis. Mais on pourrait faire la même chose à nouveau et peut-être que maintenant, non, Go gagne à nouveau. Je suis désolé. Voilà, maintenant Go a perdu parce que Java c'est mieux. Voilà. Donc, l'idée c'est que ce genre d'algorithme, les raisonner avec juste des éléments de concurrence basiques, des sémaphores, des channels, en fait c'est pas des channels, des sémaphores, des mutex, c'est très compliqué. Alors que faire le raisonnement de comment ça marche avec des channels, c'est vraiment très facile. Et du coup, on peut écrire du code qui fait la concurrence avancée, mais en comprenant ce qu'on fait, et surtout en écrivant moins d'erreurs. Et maintenant, c'est juste pour vous dire, Go, c'est vraiment trop cool. Donc, on va faire ça. Je crois qu'en français, on l'appelle le téléphone arabe, je crois. Je ne sais pas si c'est politiquement correct. C'est ça qu'on m'a dit. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va avoir plein de go-routines. Et on va avoir un channel au début pour envoyer un 0 à la première go-routine. Et puis, chaque go-routine va recevoir une valeur d'un côté, rajouter 1 et l'envoyer de l'autre côté. Et on va voir tout ça. Et on va en avoir 1000. Donc on va en exécuter 1000, on va regarder combien de temps ça prend de commencer 1000 go-routines, créer 1000 channels,
et tout exécuter, avoir le numéro. Donc faire 1000 sommes, ça va, c'est pas dur, mais le reste est quand même compliqué. Voilà, 4 millisecondes. Donc on s'est dit, oui, mais quand même, est-ce qu'on peut faire 10 000 50 millisecondes. Est-ce qu'on peut faire 100 000 500 millisecondes. On est en train d'exécuter 100 000 coroutines sur un seul thread dans ce cas-là, parce que j'exécute que sur un thread sur ma machine, pour ce cas-là. Mais vous pouvez voir un peu l'idée. Si sur un thread, vous pouvez exécuter 100 000, combien vous pouvez exécuter sur une machine qui a 8 cœurs? C'est quelque chose de vraiment, vraiment très puissant. Et écrire le code, c'est vraiment très simple. Tout le code est là. Il n'y a rien qui manque. Donc, j'ai fait aussi un exemple que je ne vais pas montrer ici. C'était un exemple que mon idée, c'était ça ne va jamais marcher. J'ai démarré 16 millions de coroutines sur ma machine pour faire le fractal, comment ça s'appelle, Mandelbrot. Et ça marche plus rapide que la fonction séquentielle. Donc voilà, donc vraiment, vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment très très rapide et c'est facile à utiliser. Donc, j'ai pas trop parlé de la concurrence pendant ce talk parce qu'il y a des très très bons talks qui parlent de ça et j'espère que vous allez le regarder. Donc il y a Go Concurrency Patterns et Go Advanced Concurrency Patterns qui sont les deux sur I/O et qui montrent un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et puis d'un côté plus philosophique mais très très intéressant, Concurrency is not parallelism par Pike. Et en fait, même si vous aimez pas Go, il faudrait le regarder. Parce qu'en fait, ça parle de la différence entre la concurrence et le parallélisme, qui est quelque chose de très important, en fait. Tout le monde devrait le comprendre. Donc, en conclusion, pourquoi ça ne marche pas? Je vois une... Ok. Un instant, s'il vous plaît. Ah non. Alors ça, c'est pas normal. Bon, en conclusion, de toute façon, je le vois, donc voilà. Si vous pouvez le réparer entre-temps, ce serait cool. En conclusion, donc, en Go, ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose de simple, lisible, et qui est très compréhensible, très consistant avec lui-même. C'est-à-dire, on a des coroutines, des channels, tous les types sont pareils, on n'a pas de différence entre des types primitifs et des types pas primitifs. On va utiliser les interfaces très souvent, sont implicites, donc on peut les utiliser très facilement, on peut utiliser plus de code facilement, on peut avoir des tests très simples. On peut utiliser struct embedding pour faire des trucs qui ressemblent à l'héritage, mais qui ne l'est pas. Et finalement, il faut utiliser la concurrence beaucoup, parce que la concurrence, c'est awesome. Ça marche pas non plus, ok. Donc après, il y a un lien, tour.golang.org pour apprendre Go. Je vous conseille de le faire. Ça prend à peu près 4 heures à le finir, c'est long. Vous commencez par, voilà, on déclare une variable. Vous finissez par, voilà, j'écris mon web crawler concurrent en utilisant des maps qui est thread save. Voilà, 4 heures, ça va. Et finalement, vous ne pouvez pas le voir non plus, mais il y a mon nom, Francesc Campoy. Donc merci beaucoup. Si vous voulez me poser des questions, on a 7 minutes. Et aussi, vous pouvez me poser des questions sur mon mail, qui n'est pas là, campoy@golang.org, ou sinon sur mon Twitter, Francesc. Merci. Si on peut... ouais, essaye. Ouais, ça... Ouais, non. Ah ouais? C'est, ouais. C'est vraiment mort. Bon, entre-temps, peut-être des questions. C'est pas... Je veux dire, je répète, c'est Francesc Campoy, campoy@golang.org ou Francesc sur Twitter. Des questions? Ouais. Allô? Ouais. Oui, j'ai une petite question par rapport au fait qu'il n'y a pas d'héritage. Comment est-ce que tu peux protéger des méthodes de classe dont tu hérites, puisque... Alors, comment se protéger des méthodes? Si tu veux, tu as des méthodes de ta classe mère que tu voudrais protéger avec le je sais plus le pattern que tu utilises, mais tu peux appeler toutes les méthodes de la classe mère. Tu peux pas décider de les protéger. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est si on veut, donc si je comprends correctement la question, c'est on veut faire donc quand on fait l'héritage, on peut dire on expose seulement une partie des méthodes ou
Oui. En Java, quand tu as une classe que tu encapsules dans ta classe, tu réexposes qu'un certain nombre de méthodes de cette classe-là. Donc alors en Go, non, a priori. En Go, en faisant de struct embedding, si on veut avoir les deux choses et on a des méthodes qu'on peut utiliser en interne de la valeur qu'on a, et puis on a des méthodes qui sont magiquement exposées. En fait, la meilleure façon, c'est d'avoir deux champs. Le premier, c'est du type de la valeur que tu as dedans, et celui-là, il a un nom. Donc du coup, celui-là, tu peux utiliser toutes les méthodes et ils ne sont pas exposés. Et après, tu as un autre champ qui est de type de l'interface que tu veux exposer. Donc qui contient toutes les méthodes que tu veux exposer directement. Donc tu peux faire ça, on le fait des fois. Ouais. Quels sont les operating systems qui sont supportés et est-ce que c'est plutôt un langage server-side ou est-ce qu'on peut faire aussi du développement client lourd, mobile? Donc, j'ai pas entendu la première question parce que quels sont les operating systems supportés? À peu près tout. Ça marche sur Windows, Linux, NetBSD, Mac, tout ça. Ça marche aussi sur ARM et ça marche aussi sur iOS. Donc, on n'a pas normalement accès aux SDK, donc on peut pas faire sur Android, on peut pas faire la même chose qu'avec Java, mais on peut quand même utiliser du Go depuis Java avec JNI. Donc, très souvent on fait ça. En fait, on écrit le code client pour accéder à nos librairies en Go, et puis on a la UI qui est faite en Java. Si vous voulez, il y a un très bon exemple pour ça. Ça s'appelle Candly Store, qui est un très mauvais nom. C-A-M-L-I-S-T-O-R-E. C'est Brad Fitzpatrick, le créateur de Memcache, qui l'a créé. Il travaille dans l'équipe Go aussi. Juste une question sur la gestion des exceptions ou des erreurs. Oui. Elle est forcément explicite en prenant le paramètre de retour? Oui, en fait, c'est quelque chose qui au début peut paraître assez surprenant. Et c'est quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça au début. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que notre flow, le flow qu'on écrit, ça prend en compte depuis le début de toutes les exceptions qui peuvent se passer, toutes les erreurs qui peuvent arriver. En fait, on les écrit directement. Ou sinon, on peut aussi dire, on les ignore, mais si on les ignore, en fait, il faut écrire un underscore en disant, je sais ce que je fais, t'inquiète, et très souvent, on ne sait pas. Donc, normalement, il ne faut pas les ignorer, mais une fois on a écrit le code, en fait, on va avoir du code qui gère tous les cas d'erreur du début. Donc, ça va prendre un peu plus longtemps de finir à écrire, mais on va arriver à un code qui est robuste beaucoup plus rapidement. En Java, on a les checked exceptions. C'est une idée. Je trouve que ça, c'est presque pire que les exceptions sans rien. Le code devient très, très compliqué à écrire finalement. En Python, on a des exceptions pas checkées. Et en fait, le problème, c'est qu'on écrit du code et pour être sûr que, en fait, on est en train de vérifier toutes les exceptions, soit on écrit un catch-all à la Pokémon, ou sinon on écrit juste catch tous les types et si on en oublie un, peut-être que tout rend ça a explosé. Donc en Go, en fait, c'est pour ça qu'on ne l'a pas. D'ailleurs, le C++ a des exceptions. Chez Google, on ne peut pas utiliser les exceptions avec C++, par exemple. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas comme... De toute façon, on a les paniques et recover, qui en fait sont quelque chose assez similaire aux exceptions, mais qu'on n'utilise que exceptionnellement. J'ai une petite question sur les goroutines. Donc là, tu braguais que ça allait super vite, mais tu disais aussi qu'il n'y avait qu'un seul thread. Donc bon, c'est pas forcément représentatif. Je disais qu'il n'y avait qu'un seul core qui était utilisé. Donc finalement, tu n'as pas de problème de concurrence dans le run que tu as fait là. Qu'est-ce qui se passe quand tu as plusieurs corps, que tu as dit à Go de faire tourner ça? Est-ce qu'il décide comment est-ce qu'il décide de passer sur un autre core ou de continuer dans le même thread, etc. Donc ça, c'est le runtime qui le gère. Nous, on a juste le choix de dire combien de threads le runtime a le droit de commencer. C'est tout. Une fois on a fait ça, toutes les goroutines vont être à peu près load balanced, donc réparties un peu sur tous les corps. Sauf que si on a par exemple une limitation, donc on a par exemple une des goroutines qui doit faire de l'IO avec le OS, qui veut dire qu'il faut bloquer vraiment ce thread. En fait, le runtime va migrer toutes les autres goroutines dans d'autres threads pour pas qu'elles bloquent.
Donc tout ça, c'est le runtime, c'est le scheduler qui fait partie du runtime, qui est embêté en fait dans tous les binaires. Les binaires qu'on a, c'est des binaires statiques. Donc on n'a pas besoin de JVM ou d'interpréteur, on a juste un petit runtime qui est dans tous les binaires. Dernière question. L'année dernière, tu étais déjà venu nous présenter Go. Tu nous avais parlé des channels distribués qui étaient en réflexion, permettre de distribuer des channels sur plusieurs machines. Oui. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu des choses qui ont progressé là-dessus? En fait, j'avais pas dit ça. J'avais dit que ça avait été en discussion il y a longtemps, mais en fait, quand on est arrivé à la version 1.0, on s'est dit non, on va pas avoir ça dans le langage. Et la raison, elle est très simple en fait. Quand on a un channel, en fait, ça nous permet de parler entre des goroutines qui sont dans la même machine. Et ça, c'est garanti marché, parce que ça partage la même mémoire. Si on ne peut pas accéder à la même mémoire, on ne peut pas faire la même chose. Donc, de toute façon, ça va péter, il n'y a pas de souci. Quand on fait ça sur un réseau, tout d'un coup, la probabilité que ça ne marche pas, elle est beaucoup plus grande. Donc, il faut gérer les erreurs. Et comment on gère les erreurs avec des channels? En fait, c'est pas si facile que ça. Donc, du coup, on n'a pas ça, on n'a pas les channels. On a quand même des librairies qui exposent des API qui ont des channels eux-mêmes et qui ont des façons de faire de gérer les erreurs. Par exemple, il y a une librairie qui s'appelle Iris, qui est développée par Peter Gizlagi, qui est génial, qui fait justement ça. Donc, ça nous permet de faire des MapReduce, des clients-serveurs, des queues, tout ça, remote. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci.